bonjour tout le monde. Nous en sommes à la deuxième journée de cette 20e édition du Festival du cinéma d'Afrique du Pays d'Abt et déjà au deuxième film tunisien. Le troisième dans la programmation. C'était donc hier soir Insurrection de Jilani Saadi, que je remercie d'avoir accepté de se déplacer pour nous accompagner. Ce n'est pas la première fois. À mon avis, je suis même sûr que ce ne sera pas la dernière, puisque Jilani, c'est un habitué du festival, et puis il a tellement de fans ici que ça va être un peu difficile pour lui de se passer de nous. Voilà. Plus des copains que des fans. Il y a beaucoup de fans, hein, vraiment. Et des fans. C'est quoi ça? Alors hier, on a eu un début de discussion, évidemment, parce que évidemment, ce genre de film nécessite beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Un début durant lequel nous avons échangé autour de la genèse du film et de ce qu'il en est et tout. Et puis, donc, aujourd'hui, on va essayer comme d'habitude, d'aller un peu davantage en profondeur, dans le détail, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, c'est pas toujours évident, du film, mais aussi de ce film-là en particulier dans la filmographie de Jilani, Insurrection étant le 12e là maintenant, je ne sais plus, moi c'est 11e, 12e long métrage. Oui, de fiction c'est le 8e et fiction documentaire c'est le 10e. Voilà. Voilà, donc on a quand même un background, on a des films derrière dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Et ceux qui ont vu les films de Jilani le voient très bien, ne serait-ce qu'à travers le personnage du vieux. Je dois juste, si vous permettez, dire quelque chose au sujet de Jilani par rapport au paysage cinématographique tunisien. Il occupe une place très particulière parce que quand il est arrivé avec Khorma, on était à la fin d'une époque. C'était la fin, on va dire, de l'époque des années 80-90, l'époque, on va l'appeler comme ça, hein, pour aller vite, hein, l'époque Atia. Nouri Bouzid. Atia Nouri Bouzid, voilà. En gros, hein, c'est pour juste simplifier. C'est une période qui a commencé dans les années 80, après la suppression de la dissolution de la SATPEC, c'est-à-dire de la Société de production publique. Donc on est entré dans une autre phase de privatisation, mais avec quand même un soutien important de l'État à travers les subventions, enfin ce fonds d'aide au cinéma. Donc il y a eu cette période-là vraiment dominée par à la fois Atia avec son système, il a créé quasiment un système de production, une manière de faire les films, un type de jeu, d'acteurs, de décors, voire même de récits, hein, un peu rétrospectif sur la mémoire, beaucoup plus professionnel et interrogeant à la fois la mémoire personnelle et collective, voilà. Plus audacieux sur le plan politique aussi, mettant en avant très souvent la question de la femme. Et puis, bon, cette période-là commençait à ce moment-là à un peu s'essouffler et arrive un film un peu ovni, un peu bizarre. Je me souviens très bien de cette qui s'appelle Khorma. Les gens ne connaissaient pas forcément Jilani, sauf quelques cinéphiles ou quelques cinéastes amateurs, puisque tu étais dans le cinéma amateur. Ensuite, tu es parti en France, où tu as fait tes études à Paris 8, là-bas. Et donc, c'était un film étrange, parce qu'il n'avait pas les atours, il n'avait pas les marques du système Atia. C'était un film simple, voire un peu, comment dire ça, très économe, très prosaïque, très peu idéologique, et d'une certaine manière, un peu insolent, y compris par rapport à ce à quoi on était habitué, c'est-à-dire un discours politique direct, etc. Voilà, et donc quand il est arrivé, il a été plus ou moins bien reçu.
Et il a continué comme ça, de cette manière-là, même de façon encore plus difficile, plus compliquée, parce que le format a été réalisé en pellicule. Hein, et puis il reprenait quand même malgré tout les éléments classiques du scénario, etc., de l'histoire. Et puis tout de suite après, il est passé au numérique pour encore aller plus loin dans son propre système, ce qui a vraiment désemparé à la fois les critiques et le public. Et puis il a continué un peu tout seul ce chemin. Seul, c'est-à-dire il n'y avait pas autour des cinéastes de son âge qui faisaient plus ou moins la même chose, avec derrière un producteur, comme c'était le cas pour Nouri Bouzid, avec Farid Bourguedir, avec Moufidat Latli et Atia derrière. Donc c'était une situation très, très spéciale. Ça ne l'a pas empêché de continuer. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment à noter, parce que beaucoup de cinéastes font des choses dans plusieurs pays africains extrêmement audacieuses, et puis rencontrant des difficultés, ils finissent par baisser les bras. Et Gilani continuait. Je ne dis pas comme si de rien n'était, parce que beaucoup de choses étaient dedans, en lui, mais il continuait. Il continuait jusqu'au moment, là où nous, Festival des cinémas d'Afrique, nous sommes vraiment contemporains de tout cela, jusqu'au moment où une nouvelle génération est arrivée, dont on a vu les films et dont on verra, je crois, enfin le 15, le 14 ou le 15, oui, un exemple qui est Ashkel de Youssef Chebbi. Donc arrive une nouvelle génération, et là, d'un seul coup, Gilani est perçu d'une autre manière. À partir de cette génération-là, de ce qu'elle a apporté, je parle d'Al-Din Slim, de Ismail, de Youssef Chebbi et beaucoup d'autres encore, on a compris quelque chose. On a compris qu'il était comme un maillon entre cette période-là qui finissait, qu'on ne comprenait pas, et puis une suite qui va arriver après, ce qui explique d'ailleurs l'estime de tous ces jeunes-là pour le cinéma de Gilani, qui de ce fait-là, il a pris quand même de l'importance. Il faut dire que nous, au Festival de cinéma d'Afrique, nous sommes précurseurs, puisque nous avons vu les qualités de ce cinéma depuis bien longtemps. Je voulais juste dire ça pour que l'on précise bien le contexte. Hein. Deuxième chose, pour le public, qui apparaît aussi à travers la programmation de cette année, c'est la diversité du cinéma tunisien. Nous avons 3 films cette année. Les 3 films, nous avons vu Sous les figues, on a vu hier le film du Gilani, et on verra le film de Youssef Chebbi, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est vraiment des films extrêmement différents. Voilà, ça c'était juste, Gilani, je suis désolé d'être long, comme ça, pour mettre en place un tout petit peu. Et maintenant, nous allons partir du film, hein, Insurrection, ne pas répéter ce que nous avons dit hier, même si on est un peu obligé de le faire, mais on répétera autrement. Donc, hein, comme Kalfoum. Oui, d'ailleurs, à propos de Kalfoum, c'est vrai que dans ce film-là, on retrouve beaucoup de choses que tu as déjà traitées dans les films antérieurs, comme Fatma Bou Sahaj, on l'a entendu. Ouais, un peu, oui. Ouais. On l'a entendu en filigrane, donc cette chanteuse qui, justement, dans Khorma, était très présente, dont la présence d'ailleurs a beaucoup surpris, voire choqué les gens, parce que c'était une chanteuse pas du tout considérée comme une artiste, trop populaire, qui n'était pas digne d'une certaine manière d'être filmée, et Nouri Bouzid, il l'a mis vraiment en avant. Et puis là, on voit comme je ne sais pas comment dire ça, comme un souvenir, ou comme on dirait si on faisait un peu les savants en intertexte, quelque chose comme un écho, quoi. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, justement, on en parlait, le corps du vieux, qui nous rappelle aussi. Bidoun 2, c'était Bidoun 2. Bidoun 2, oui. Voilà, où le corps incarné par toi-même, le corps encombrant d'un vieux. Voilà. Et puis, bien sûr, le thème essentiel, c'est-à-dire des gens qui sont à la marge ou qui sont marginalisés. Le film commence toujours par ce début-là, par cette sortie-là de la société, de la famille, du couple,
pour se retrouver. Là, c'est dit directement, nulle part. On ne sait pas où on est. Hein. Ça peut être une autoroute, ça peut être la nuit dans la Médina déserte. C'est toujours un endroit un peu improbable, pas forcément reconnaissable, où des gens qui ne se connaissent pas forcément se retrouvent. Et créent quelque chose comme une famille, ou faire quelque chose d'étrange. En tout cas, dépossédés de ces liens habituels, sociaux, familiaux, ils finissent comme ça, de façon un peu étrange, liés presque par la seule marginalité, à former une bande, une espèce de famille. Alors une famille bizarre, hein, parce que les liens ne sont pas prévisibles. Hein, ne sont pas prévisibles. Quand on voit un homme et une femme, bon, on se dit tiens, il va se passer quelque chose. En fait, il ne se passe pas ce à quoi on s'attend. Enfin, on s'attend quand on est aussi un peu voyeur comme moi. Mais il se passe autre chose, totalement imprévisible, qui est très étonnant, et puis qui devient amusant, voire même très précieux, comme le rapport entre la jeune fille et le vieux, qui est un rapport à la fois amoureux, un rapport de câlin, un rapport de... Et en même temps, je ne sais pas, c'est un peu sa fille, c'est un peu ça... Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Et on reste dans cette zone-là, très incertaine, improbable, de relations qu'on ne peut pas définir socialement, culturellement, mais qui ouvre sur des possibles, plusieurs possibles. Voilà. Donc le film, à mon avis, est-ce que j'ai raison de penser que quand tu as commencé à le filmer, est-ce que consciemment tu as repris des éléments déjà existants, c'est arrivé comme ça, comme des choses obsessionnelles, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est évident. C'est pour moi un film qui clôture la série de films que j'ai commencé à faire en 2009, que j'ai commencé par Dans la peau. Et tous ces films complètement où je remets en cause un peu les dogmes ou les obligations formelles du cinéma, où je cherche d'autres voies, d'autres manières de filmer. C'est aussi, après les 3 premiers films, ma grande peur, moi, quand je fais un film ou quand j'écris, c'est de rester dans le confort, quoi, de ce que je sais faire, ou j'ai l'habitude de faire, disons pas je sais faire, mais que j'ai déjà fait. Et donc, tout mon problème, c'est comment fragiliser mon dispositif, comment me mettre à chaque fois dans une situation où je challenge quelque chose, où je teste quelque chose, où ça reste pour moi, comme pour mon premier film, très à la limite d'être angoissant, parce que je ne sais pas des fois où je vais, où je crée comme ça les conditions de la fragilité qui m'est nécessaire pour trouver la motivation à porter un film et un projet. Après, évidemment, dès l'écriture, dès tout ça, ça commence à... Et Insurrection venait un peu pour moi, pour clôturer toute cette série de films, qui sont 5 ou 6, que j'ai fait tous sans financement, et que celui-là, où j'ai un peu de financement, où j'ai décidé un peu de... Enfin, il me semble pour moi que pour boucler une boucle, et peut-être passer à autre chose après. Et donc, évidemment, tous les éléments de manière de filmer, de la lumière, de la lampe, du grand de cette relation entre les personnages non expliqués, non justifiés, tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai appelé le film Insurrection. Je sais que beaucoup ont été déçus en voyant le film parce qu'ils pensaient voir un film sur ce qui se passe en Tunisie en référence à la révolution, à la situation actuelle ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est tout à fait ça aussi, mais c'est à ma manière à moi. Je veux dire, si le côté formel n'est pas inscrit de manière aussi importante et aussi fondamentale que le côté idéologique, pour moi, ça n'a absolument pas de sens. Quand on filme une insurrection, habituellement, il y a un côté romantique, parce qu'il faut qu'elle soit belle, l'insurrection, parce qu'on la veut, alors que dans les insurrections, il y a des viols, il y a des massacres, il y a des meurtres, il y a des destructions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément pris à part. Et donc, filmer l'insurrection de manière aussi romantique, ça veut dire où la forme est là pour filmer quelque chose qui devrait être
une insurrection, c'est une folie, quoi. C'est pas quelque chose de contrôlable, c'est pas quelque chose d'organisable, c'est quelque chose qui sort de manière spontanée, où toutes ces colères réunies provoquent quelque chose de collectif et qui nous mène à quelque chose qu'on n'attend pas. Et donc moi, j'ai essayé de filmer, aussi dans mon filmage, d'essayer d'aller dans ce sens-là, où je ne suis pas là pour faire un document sur comment on atteint l'insurrection, ou comment l'insurrection est positive, ou comment l'insurrection est quelque chose d'important ou fort, mais c'est plutôt aussi quelle forme j'utilise pour raconter de manière chaotique ce chaos que je vais filmer. Et c'était toute ma préoccupation de l'écriture jusqu'au montage, jusqu'au mixage, jusqu'à la fin. Comment amener dans la forme ou dans la manière de faire que l'insurrection ne soit pas que dans ce qu'on a vu au début, qui pour moi était nécessaire, mais on pense aller dans un film de confrontation entre police et population, et on se retrouve dans quelque chose qui est très différent, où on a des gens qui sont portés par cette colère, où la situation les amène dans ce moment où ils sont au bord de la violence. Même les personnages, ils n'ont pas le courage de se confronter à l'État, au pouvoir, donc ils se confrontent entre eux, ils expriment ce désir d'exploser, ce désir de remettre en cause leur vie, leur habitude, tout ça. Et évidemment, le personnage de la fille a été un peu le vecteur, quoi, de cette femme tunisienne qui quelque part est toujours en avance par rapport au reste, quoi, et qui est capable d'avoir du courage que les hommes tunisiens n'ont pas souvent. Oui. Oui. Et alors, du coup, le contexte, évidemment, parce que c'est la première chose à laquelle on pense, que l'on soit déçu ou pas, c'est effectivement ce passage de ce contexte-là, enfin, parce qu'au début, ça commence vraiment comme un film sur la Révolution, quoi, avec tous les éléments qui vont avec. Et puis après, tout d'un coup, voilà, on passe à autre chose. Et alors, ce qui est frappant, c'est que l'insurrection, proprement dit, n'est ni le contexte, enfin, ne fonctionne ni comme le contexte dans lequel s'inscrit une histoire, comme dans ce à quoi nous sommes habitués, contexte politique ou social, enfin, le cinéma classique fonctionne comme ça, ni non plus comme forcément, comment dire ça, une allégorie. C'est pas non plus forcément c'est comme si ces deux choses-là étaient, d'ailleurs dans tout le film, comme si les éléments étaient placés les uns à côté des autres, sans que forcément il y ait des liens logiques, on va dire, hein, ou en tout cas habituels, dans une espèce d'incertitude, de montage, j'allais dire. À nous, c'est pour ça qu'on est là, de mettre les choses en rapport, même si on voit, même si on perçoit. Et alors ça apparaît, là-dessus, je voudrais aussi t'écouter. Par exemple, ces discours politiques, qui presque depuis la Révolution sont présents dans les films, et qu'on entend comme ça, alors une fois je crois c'était à la radio, etc. Enfin en général dans le cinéma on fait ça, hein, on met la radio, la télé, pour justifier la vraisemblance d'un scénario, on ouvre la radio, on entend le discours pour que le spectateur comprenne que voilà. Or là c'est pas le cas, c'est-à-dire on est dans une autre situation qui n'a strictement rien à voir, et puis voilà arrive le discours du Premier ministre, c'est un ministre un peu bizarre d'ailleurs qui correspond très bien à ce personnage. Ce qu'il est, enfin, les personnages négatifs, quoi. Et on voit cette voix, on entend. Alors nous, évidemment, ça nous parle beaucoup, spectateurs tunisiens, parce que ça nous rappelle un moment. Mais un spectateur qui n'est pas tout à fait au fait de ce qui s'est passé à ce moment-là en Tunisie va devoir
mettre en rapport. Oui. Oui, mais, enfin, oui, enfin, moi j'ai du mal à le percevoir autrement qu'un Tunisien, hein. C'est très compliqué. Donc, je ne sais pas comment les autres le perçoivent, mais c'est un peu comme ça l'idée du Big Brother, oui, enfin, cette voix qui vient du ciel, puisque le ciel est présent et qui envahit mon film, enfin qui intervient dans mon film. D'ailleurs, c'est des choses que je n'ai pas prévues avant le montage, cette voix. C'est des choses qui sont... j'ai fait ce film un peu comme tous les derniers films, ça veut dire que je fais le film en écoutant les informations, ce qui se passe, et j'essaye, pendant le montage, de récupérer ce qui... Pardon, parce que c'est drôle, parce que pendant le montage, en général, les cinéastes, ils montent pour mettre en rapport. En fait, toi, quand tu montes, c'est pour détacher les choses les unes des autres. Oui, aussi, oui. C'est aussi déconstruire des choses où je me Y compris au montage. Oui, y compris au montage, ça continue. En fait, c'est là où tout se joue, quoi. Le montage, c'est le moment le plus important et le plus fondateur d'un film. Enfin, c'est le plus essentiel d'un film. Et donc, c'est là où si l'écriture ou la forme ou de choses prennent corps, quoi, enfin, existent. C'est au moment du montage. Et donc, c'est là où encore, je continue, et encore de manière plus importante, parce que c'est d'arriver à remettre plus ou moins en cause, ces certitudes, ces habitudes et ces dogmes ou ces obligations qu'on pense qui sont obligatoires. Quand on commence à être cinéaste au début, on est tellement tétanisé par ce qu'on nous dit qu'il faut faire, ou tout ce qu'on a aussi dans nos fantasmes de vouloir copier ou d'atteindre, que des fois on se perd dans ces obligations et on oublie que dans le cinéma, c'est l'art populaire, c'est l'art ouvrier, c'est un art qui n'a pas de limite et que toutes les libertés sont possibles et s'en priver, ce serait dommage, quoi. Parce que moi j'ai cet avantage-là d'avoir un peu suivi les étapes qui me permet, m'autorise à dire ce que je dis, qui peut paraître un peu bizarre, mais parce qu'en général, quand on avance dans un film, quand on écrit, on tourne, on monte, en fait, on construit un film, on le construit, c'est-à-dire que pièce par pièce, on écrit, ensuite on le met en scène, ensuite comme c'est dispersé, c'est des plans, on va essayer de les rassembler, c'est-à-dire c'est un processus de rassemblement d'éléments épars ou hétéroclites, c'est-à-dire de l'écriture à l'image, ou des images différentes qu'on va mettre ensemble pour créer une unité. Or, ce que je remarque, moi, ce que j'ai toujours remarqué, dès le départ, quand tu commences à écrire, et quand tu réécris, puisque c'est plusieurs fois que tu écris, tu réécris, j'ai jamais eu l'impression que tu rassemblais, c'est-à-dire que tu construisais. J'ai l'impression à chaque fois que tu reprenais ce que tu as fait et que ça me rappelle un peu les enfants quand ils sont des enfants quand ils jouent, ils ont des objets. Plus ils avancent dans le jeu, plus ils désorganisent même s'il est en ordre. Et jusqu'au bout, jusqu'au montage. C'est-à-dire on a l'impression qu'à chaque fois, plus tu avances, c'est comme si tu faisais encore un autre film à chaque fois. C'est pas quelque chose de construit. Par exemple, cette histoire du ciel, là, les effets, c'était pas prévu au départ. Non, c'était pas prévu. C'est venu à la fin, juste avant le tournage. Ces questions d'effets, le drone était dès le début, mais les effets, le ciel, beaucoup de choses sont venues vraiment vers la fin. Et d'ailleurs, ma grande inspiration pour la construction formelle du film, à la fin, c'est Bacon, quoi. Je suis parti des peintures de Bacon. Il y avait l'exposition de Bacon à Paris et j'ai eu le plaisir tout son jeu de la construction et de l'ego, de la transformation des corps et de les inversions et tout ça m'a beaucoup inspiré pour aller vers autrement, évidemment, sur quelque chose. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer.
Donc je ne suis pas acteur, mais j'aime jouer. Donc jouer, c'est plus passionnant que ne pas respecter les règles, c'est toujours plus passionnant que de se créer ses propres règles. Enfin, et donc trouver toutes les possibilités, quoi. C'est comme ça, comment on peut faire. Et c'est vrai que quand j'ai fait Bidoun 2, ça a été une découverte incroyable pour moi, à quel point on peut arriver à raconter des choses, même, enfin, je veux dire, à quel point on peut trouver d'autres émotions, peut-être d'autres sensations en se libérant enfin, en cherchant plus en dehors des carcans ou des règles habituelles, quoi. Mais est-ce que cette liberté-là, on va bientôt donner la parole évidemment à la salle, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qu'on voudrait te poser, est-ce que ce désordre-là, on va dire ce chaos, hein, dans lequel tu te plais à explorer, que tu te plais à explorer, n'est pas aussi une manière de mettre à l'épreuve, enfin, est-ce que il n'est pas justifié par le fait que tes obsessions sont tellement fortes, c'est-à-dire que tu as des obsessions qui sont tellement ancrées en toi et dont tu sais que de toute façon tu ne peux pas t'en départir quand on prend les personnages, enfin il y a des choses qui reviennent mais alors de façon systématique, que de toute façon tu n'as pas le choix parce que si tu construisais ça, ce serait plombant, quoi. Je veux dire, quand on a des obsessions qui sont très fortes et en plus on va utiliser des trucs qui sont des formels qui sont les mêmes, ben ça, y a pas c'est pas intéressant. C'est comme si tu jouais avec toi-même, quoi, avec tu mettais en péril tes propres. Par exemple, la fille, le personnage de cette fille, on le retrouve beaucoup, ou le vieux, on le retrouve beaucoup, les séparations de la famille, quoi, etc. Tout cela, la question de la mort qui est omniprésente, ces choses-là sont systématiques et reviennent presque, j'allais dire, malgré toi. Est-ce que c'est pas cette certitude-là qui finalement te pousse à aller le plus loin possible dans l'expérimentation? Ah oui, certainement, certainement, parce qu'en plus, refaire le même film, ça m'emmerderait tellement que j'arrêterais, quoi. Et j'avais peur de ça. Une fois que j'ai fini Khorma, j'ai tout de suite dit, je ne peux pas refaire le même film, quoi. Alors que tout le monde attendait de moi, surtout en France à cette époque, que je refasse un Khorma 2, quoi. Quelque chose pareil, avec un cadre un peu beau, dans une médina, avec peut-être des personnages en couleur, un peu truc. Et non, j'ai voulu raconter un viol, donc ça a choqué tous les gens qui voulaient me soutenir à l'époque. Et j'ai perdu beaucoup de choses, mais enfin, ça a freiné beaucoup mes possibilités pour financer mes films. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que de toute façon, je n'étais pas prêt, je n'étais pas capable de refaire... je rappelle juste, pardon, en bas de page ou en marge, que le viol en question, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une femme qui se fait violer par une bande de jeunes, comme ça, dans la rue, qui est prostituée, et qui ne trouve rien de mieux à dire que oh, vous avez abîmé ma robe. Et donc, du coup, ça choque, quoi. Ça choque parce que c'est comme si le viol n'était pas suffisamment scandaleux pour se contenter de ça. Ouais. Donc voilà, donc évidemment, mais je suis conscient de mes obsessions, mais de toute façon, je pense que on va vers la création parce qu'on a ces obsessions qui sont fortes, à un moment donné, qui nous habitent et qui même nous perturbent. Et au fait, comme moi, je ne suis pas du tout perfectionniste, je ne cherche pas je veux dire, je comprends parfaitement les réalisateurs ou les cinéastes qui essayent d'atteindre enfin, le Graal ou quelque chose comme ça veut dire faire le film parfait, film après film, on améliore, on atteint plus de choses ou plus de profondeur, et il y en a beaucoup qui le réussissent, c'est très bien. Moi, c'est pas du tout, moi, c'est plutôt quelque chose qui me enfin, une fois que j'ai trouvé l'idée, enfin, la finir bien, c'est pas du tout un truc sur lequel je dépense beaucoup d'énergie ou qui me donne envie. Et donc, de fait, j'ai besoin de me mettre en danger pour que mes obsessions
prennent des formes différentes, ou pour que chaque fois le film devient... Continue à vivre. Oui, vivre, montre d'autres aspects, d'autres trucs. De toute façon, tu sais que tu vas faire tout de suite un autre film après. Enfin, jusque-là, oui, j'espère que ça continue, mais jusque-là, oui. Non, mais parce que les cinéastes qui achèvent, qui aiment achever, ils achèvent dans les deux sens du terme, quoi. Ils achèvent et ils finissent, ils terminent quelque chose, quoi. Oui, c'est la peur de ne pas... Moi, je ne peux pas attendre 8 ans ou 10 ans pour faire un film. Je peux pas... Vraiment, j'ai besoin de formes d'instantané, enfin, de choses rapides. Et même dès que j'ai fini un film, j'ai plus envie d'en parler. Enfin, j'ai envie de me consacrer à un autre. Mais là, ça va, tu acceptes qu'on en parle quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais je vous assure, cet hiver, j'ai écrit 3 scénarios. Donc, j'ai tellement envie d'aller... à chaque fois plus loin. Plus loin, oui, chercher autre chose, quoi. Donc, oui, mais c'est vrai que des fois, c'est pas un exercice que j'aime beaucoup parler de mes films, franchement. L'exercice consiste à te faire parler. Oui. Est-ce que il y a des questions? J'imagine qu'il y a quand même des... On va continuer. On met un peu en place les choses. Il y a tellement de déjà du film que vous avez vu hier. Un ressenti. Oui, Lola. Oui. Non, tout à l'heure, tu parlais de la ville qui apparaît comme ça, que c'est arrivé vers la fin de ton écriture. En fait, quand j'ai vu le film, ça me faisait penser à Métropolis de Fritz Lang, ou tous ces bricolages de ces époques-là, en fait, des années 20, des Allemands de ces années-là, mais vraiment, très fortement. Et ça m'a... Oui, non, mais tout à fait, parce que c'était mon intention, quoi. Je veux dire, surtout ne pas faire différemment que ce petit bricolage qu'on faisait au début du cinéma et qui atteignait, enfin, je veux dire, ne pas cacher qu'on fabrique les choses, quoi. Et c'est vrai que dans cette image de la ville et de tout ça, oui, il y a ce côté-là, et qu'on peut obtenir en dessinant et en truc que je trouve beaucoup plus fort que d'amener une image, de fabriquer aujourd'hui au numérique. On peut faire tellement de choses. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un jour des choses comme ça, mais là, dans ce film, oui, j'avais besoin de montrer cette fragilité, quoi, qui est très touchante d'ailleurs. Quand on voit les vieux films de Méliès ou de Fritz Lang ou des choses comme ça, on est bouleversé. Moi, quand je revois King Kong, le premier est tellement plus intéressant que ceux qu'on a fait avec des techniques et des technologies très avancées. On n'arrive jamais à atteindre même ce côté carton, enfin, qu'on voit, quoi. On voit les poupées, on voit tout. Mais on est tellement touché par ce premier film par rapport à ce qu'on a essayé de refaire après, en voulant rajouter de la technologie. Mais en fait, ce n'est pas la technologie qui fait un film, ni la précision de la technique, c'est plutôt autre chose, quoi. Je veux dire, le premier King Kong était vraiment un film porté par son réalisateur, par son projet, et donc et toute cette ingéniosité qu'on a fait la première fois, comment on peut faire, c'est passionnant, comment on peut obtenir avec 3 poupées et rendre, toucher les gens et leur faire peur, et tout ça, c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, on est un peu plus blasé, et même si on fait des choses, bon, peut-être les Marvel, il y a quelques films qui sont intéressants, mais... Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Aladdin Boutaleb, oui, qui fait partie de cette génération dont je parlais tout à l'heure, à qui tu as eu recours pour t'aider à faire ces... C'est pas l'aider, je lui ai demandé de le faire, et c'est lui qui a constitué toute la partie effets spéciaux, nuages, villes, le dessin. Et c'est lui qui a apporté, lui il fait de l'animation, donc c'est lui qui m'a apporté. Et comment on fait ça sans argent surtout? C'était mon obsession, c'est pas du tout pour ne pas en dépenser. Mais comment faire ça de manière simple, quoi, pas trop contrôlé, et puis on a des possibilités infinies quand on veut faire les choses, quoi. Donc,
Et lui, il est vraiment dans cette logique-là. Il n'est pas du tout malade par la technique ou par la précision, par les choses comme ça. C'est un bricoleur. Et moi, j'adore travailler avec des bricoleurs. C'est ça, ouais. C'est un film, c'est du bricolage. Hein, c'est pour ça que je tenais tout à l'heure à rappeler le contexte de la production. Il est essentiel. C'est-à-dire, on n'est pas dans un contexte où le système de la production est vraiment établi et, on va dire, détermine en fait la façon de faire des films. En tout cas, ton système à toi de production, puisque tu travailles souvent sans argent, etc. Donc forcément, tu bricoles. Oui, bien sûr. Et alors, j'anticipe un peu, désolé, mais après on revient, c'est pas grave, on fait comme dans le film. Hein, j'anticipe un peu parce que ce film qui, a priori, semble décevoir politiquement, est éminemment politique parce que ce désordre-là, ce bricolage, cette expérimentation systématique quoi, qu'on voit quoi, dans le film, n'est-ce pas l'expression cinématographique allégorique de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un pays où tout le système politique, institutionnel, juridique, voire même parfois culturel, tout s'est complètement effondré depuis la Révolution. Et on est dans une situation difficile, évidemment, à vivre. Hein, c'est beaucoup plus facile de voir ça au cinéma. De vivre d'un pays qui se défait et dont la population, en tout cas, enfin, essaie de le refaire, mais avec des expérimentations parfois saugrenues, comme c'est le cas d'aujourd'hui. On est dans, pas le fantastique, on est là dans avec le président maintenant qui fait une constitution tout seul, ça ne s'est jamais vu nulle part, il change, il modifie, enfin des trucs bizarres. Il ne respecte même pas ça. Et je me dis finalement, puisque pour revenir à l'insurrection, et ça c'est vrai depuis la Révolution, parce que je t'ai vu faire, c'est-à-dire on est tout le temps, du point de vue de la fabrication du film, du point de vue de la structure même du récit, on est dans une situation de fiction, de cinéma, mais qui renvoie, quand on connaît le contexte, vraiment à la situation générale. Je trouve que, de ce point de vue, le film, il est extrêmement politique. Quoi. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, quand il est sorti en Tunisie, il y a eu vraiment un grand malaise au niveau politique. Hein. Il y a pas, tous les courants opposés, tous, se sont sentis mal face au film. Quoi. Il y a vraiment... J'ai eu des retours assez surprenants de tous les bords politiques. C'est-à-dire des gens évidemment, les intégristes n'en parlent pas, mais les autres aussi, les gens de gauche, tout ça, tous ont été mal à l'aise face au film, quoi. Tous ont été un peu renvoyés à une forme de médiocrité politique qu'on a vécu en Tunisie et on atteint le summum. Enfin, je veux dire, pour moi, le personnage le plus insurrectionnel en Tunisie, c'est le président de la République aujourd'hui. Et il fait la révolution contre lui toute la journée, il se contredit. Donc, on est un fou en cage qui sont tout le temps en train de dire des choses qu'il ne comprend pas des fois, et qui le lendemain dit autre chose, ou répète les mêmes obsessions de manière comme ça, un disque rayé. C'est le plus. Alors, il est débordé par sa colère. On ne sait pas contre qui. Il est président, mais il est en colère. Il ne dit pas forcément contre qui. Oui, mais il est très en colère. Il est en insurrection constante, quoi. C'est un peu comme mes personnages qui tapent sur un arbre ou sur des feuilles ou mettent le feu. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont envie de le faire. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment, je pense, c'est l'un des aspects les plus importants. Alors après, évidemment, ça c'est mon travail à moi de faire des liens avec les autres films, nonobstant la réserve que je peux comprendre des concernés. Et je parlais tout à l'heure de jaillissement. En fait, quand on les voit, ces personnages, quand on voit cette fille en colère, et quand on voit le boxeur, là, quand il se met comme ça dans une espèce d'hystérie, on perçoit deux choses. On perçoit à la fois une force, on perçoit un désir d'action, un désir de vie, une pulsion, je veux dire, très, très forte.
et en même temps l'inanité, c'est-à-dire contre rien. C'est-à-dire, c'est comme s'il manquait d'adversaire. Oui, c'est ça. C'est comme ils ne trouvaient pas un adversaire alors qu'ils ont... donc c'est à la fois très vivant, c'est à la fois très intense, c'est très fort, mais il n'y a pas en face l'antagoniste qui va résorber cette colère. Et donc elle jaillit devant nous comme quelque chose Comme un geyser, comme l'eau qui... Et comme l'eau à la fin, Ouais, effectivement. comme l'eau. Ouais. Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et donc je disais que je faisais le lien parce que pour Sous les figues aussi, on voit ces filles quand elles expriment, mais c'est dans un autre registre évidemment, beaucoup plus feutré, différent, de marivaudage, etc. Où ce qu'on perçoit tout le temps, c'est la pulsion de vie, c'est le désir, c'est cet élan vers l'autre, vers la vie, etc. Mais qui voilà, n'aboutit pas forcément, ou ça ne marche pas, parce que justement il y a un contexte merdique, quoi. C'est le contexte, il ne permet pas le développement ou la réalisation Oui. Je vous en prie. Oui. Bon, j'ai le micro, je me le donne. Je voulais bien que vous reveniez sur votre processus que vous disiez hier, mais c'était peut-être de façon rapide, sur la façon dont vous écrivez votre film et les choix que vous avez faits de la mise en scène, avec notamment... on avait évoqué hier l'importance du drone, et vous disiez que des fois, votre envie de cinéma, il pouvait partir d'une envie technique comme celle-là. Oui. Ça, et puis aussi, je me demandais, la ville qu'on voit au bout, ça reste un petit peu dans ma tête. Je me demande dans quelle mesure vous pensez que l'insurrection est quelque chose d'urbain, ou est-ce que tous ces gens, ils sont en train d'avancer vers une ville un peu idéalisée qui flotte comme ça. Le fait qu'elle se dédouble, est-ce qu'une insurrection amène vers une autre, le rapport entre cette ville, si vous voulez en dire deux mots, d'où vous est venue cette envie aussi? Oui, la première, par rapport à qu'est-ce qui me motive pour écrire, enfin, des fois je parle d'un élément technique, ça a commencé quand j'ai commencé à faire les bidounes, avant même, c'est le rapport à la caméra, quoi. Pour moi, la caméra doit, pour moi, et le rapport au positionnement du réalisateur ou du metteur en scène dans un film. Et donc, ma démarche, c'est de faire en sorte que, par exemple, quand on parle du chant contre chant, ça veut dire qu'on a deux personnages qui parlent entre eux. On les voit, nous, spectateurs, ils se regardent. Et au fait, nous, quand on les filme, ils ne se regardent pas. Ils sont à un angle de 30 degrés entre eux, et au fait, ils passent par le point de vue du réalisateur. Donc nous, quand on est spectateur, on ne voit les personnages qu'à travers le regard du réalisateur. Et j'ai essayé, toute la démarche de tous les films que j'ai fait là, depuis Dans la peau, c'est de réduire au maximum, sinon de faire disparaître ce point de vue du réalisateur en multipliant les possibilités de regarder la scène de situations différentes. C'est pour ça que je mets des caméras beaucoup, j'ai travaillé beaucoup avec des caméras de surveillance, j'ai travaillé beaucoup avec je cherche des petites caméras qui se mettent dans des endroits où habituellement une grosse caméra on ne peut pas se mettre. Et puis j'ai cherché à ce que les acteurs eux-mêmes se filment entre eux. Ça veut dire que chacun porte la caméra, et quand tu parles avec son partenaire, il le filme en lui parlant, et le partenaire le filme, et donc le réalisateur n'a plus sa place entre ces deux personnages. Et donc c'était parmi les choses qui me... Parce que quand j'ai fait mon premier court-métrage, c'est une histoire un peu peut-être bête, quand j'ai fait mon premier court-métrage, je ne comprenais pas pourquoi cette règle des 30 degrés et ce cadre dans les champs contre champs, il faut que le cadre soit le même. Et je ne comprenais pas pourquoi.
Et je me battais avec le chef-op qui me disait non, si tu fais ça, tu ne peux pas le monter, tu ne peux pas le monter. Donc pour mon premier court-métrage, j'ai fini par l'accepter, j'ai compris que c'était compliqué. Mais c'est quelque chose qui m'a obsédé. Et après, une fois que j'ai pris un peu plus d'assurance et j'ai fait des films, et je me suis dit cette question-là est quand même une question fondamentale parce que la question du point de vue, c'est la question la plus politique dans un film. Et donc si moi, je m'interroge surtout depuis la révolution tunisienne, il était question pour moi quel point de vue on n'a plus le point de vue de Ben Ali, de l'autorité suprême, de ce père qui nous protégeait de tout. On était une population infantilisée et tout ça. Et du coup, lui, en disparaissant, on avait plusieurs points de vue, plusieurs discours politiques, des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Et donc tout ça s'est mélangé à comment tourner ça, comment raconter ça, comment raconter les choses. Et donc toute cette série de films, et ce film-là, ma première idée, ma première image, qui est le début du film, pas l'insurrection, c'était moi que me considérais, c'était le vieux, c'était moi qui devais le jouer, et que moi, le réalisateur qui regardait le film se passer devant moi. Et donc des fois, on regardait le film à travers mon regard, mais réellement là on sait où je me situe quand on regarde à travers moi. Ou sinon, c'est un film, les acteurs n'ont plus besoin de moi, donc ils se regardent entre eux. Et moi je suis hors jeu, je ne suis plus dans le coup, donc c'est leur point de vue à eux, ou le point de vue du lieu, ou le point de vue du dieu, ou le point de vue du drone, ou le point de vue du décor, ou le point de vue de l'arbre, ou le point de vue de la lampe qui s'éteint, qui s'allume. À chaque fois, on ne sait pas d'où on se situe pour regarder ce qui se passe entre les personnages. Donc ça m'amuse beaucoup. Et pour moi, politiquement, c'est fondamental. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'était pour moi, jusqu'à Insurrection, je ne sais pas pour les prochains films, mais c'était ça mon moteur formel pour aborder mes films et mes scénarios. Sinon, pour la ville, oui, la ville, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que cette ville idéalisée qui est là, qui est éclairée, qui tourne, qui n'est pas du tout la réalité de Tunis, puisque on a fabriqué une ville avec tous les symboles de Tunis. On avait le sommet qui est la mosquée de la Zitouna, on avait tous les places, toutes les choses de la capitale qui sont importantes qui étaient là, agglomérées et en forme de sein. En fait, cette forme-là, c'était plus pour mamelle, tu vois. Et après, quand ils sont deux, ça devient plus une mamelle. Mais ça, c'est mes trucs à moi, quoi. Mes trucs à moi. Mais c'est ça, c'est ce désir qu'ils ont, ces personnages, à aller vers cette idée ou cette chimère qui est la modernité ou la ville, ou la je sais pas, la réalisation. Enfin, oui, je me rappelle que tout le monde voulait que la Tunisie devienne Singapour après la Révolution. Donc, c'est peut-être une image de Singapour que je me suis fabriquée, quoi. Tu disais que ben, c'est un film que tu voulais... Est-ce que je dois présenter le film ou pas? À quelle heure c'est ton film? À 11h. Ben, Tout de suite. Ah ben, on va... Ah, j'irai au débat. Ok, on continue alors. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Oui, d'accord. Ah oui, parce qu'elle est allée présenter oui. le film. Oui. Non, mais parce que comme tu disais que ce film, c'est la fin ou la somme, enfin, d'une période. Est-ce que c'est pour cela que tu as repris Greya? Greya, c'est-à-dire l'acteur qui a joué au début, dans Khorma, le rôle principal. Donc cet acteur-là qui revient. Non, avec Greya, Mohamed Greya, c'est que, au fait, chaque fois que je le prends, j'ai plus envie de le prendre. Le film d'après. Oui, oui. Je me dis, j'en ai marre de lui, on refait toujours les mêmes choses et tout. Et à chaque fois que je tourne un film, il n'est pas avec moi, je le regrette. Surtout au montage, quand j'arrive au montage. Je me dis, mais quel con, mais pourquoi j'ai pas...
écrit Mohamed Gray. Ouais. Donc, il y a toujours ce truc-là. Et puis, évidemment, Mohamed Gray, j'avais vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné avec lui, j'avais vraiment... Et puis, comme cette idée de clôturer quelque chose aussi, il était nécessaire qu'il soit là, quoi. Ouais, oui. Il était nécessaire qu'il soit là. Ouais. Ben, je ne sais pas, moi je ne veux pas insulter l'avenir, hein, mais justement le film, moi je l'ai vu, je n'ai pas osé utiliser le mot, mais maintenant que tu le dis, je peux me permettre. C'est comme un film somme. Oui. C'est le film qui reprend, en fait, quand on le voit bien, quand on le regarde, on peut trouver dans le film beaucoup d'éléments, des différents autres films, presque tous les autres films. Quoi, hein. Oui. On peut séquence par séquence dire ça renvoie à tel film, ça renvoie à tel film. Du coup, c'est une somme. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette somme-là, elle est insurrectionnelle. C'est pas quelque chose qui s'achève. Oui, oui. C'est quelque chose qui est très ouvert et qui déborde totalement. Oui, oui, j'ai absolument pas du tout cette conscience de moi-même pour dire que je suis suffisamment important que de reprendre, de m'auto-référer. Soit je suis vraiment pas du tout, je me sens absolument pas légitime, même là, assis devant vous, je suis gêné par rapport à ça. Donc, mais c'était ça, c'est comment réinterroger quelque chose, comment confronter ces choses-là, comme de toute façon tu dis que j'ai des obsessions qui ne me quittent pas. Et évidemment, tous ces films racontent comment cette manière d'obsession... et donc, sciemment, vraiment consciemment, j'ai voulu jouer avec ces points de vue sur mes obsessions et comment les confronter pour un peu les éclater ou chercher autre chose sans du tout l'idée de faire une auto-référence ou pour dire que là j'étais très bon, ou là j'ai fait un truc génial, et donc je vais le reprendre. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as renoncé à jouer le rôle du vieux? Non, parce que j'ai pas eu le temps. Parce que 3 semaines de tournage, c'était très violent. Et il fallait que j'ai une semaine de plus, et on n'avait pas les moyens financiers. Et donc, mais tu apparais quand même dans le film? Oui, j'apparais un peu, oui, dans le bus, parce que le mec qui devait le faire, c'était le Corona, quoi. On avait peur de prendre des vieux. Ah, il y avait quelqu'un qui devait... Oui, oui. Que tu as remplacé? Et que j'ai remplacé, évidemment, parce qu'on a les gens tellement la flippe à ce moment-là. J'avais un autre acteur pour le vieux, et qui, à la fin, celui de Bidon 3, qui devait jouer, mais le médecin lui a dit, tu le fais pas. Ah oui, parce qu'il était malade. Non, il n'était pas malade, mais il était fragile, et il lui a dit, si tu attrapes le coronavirus, tu peux mourir. Donc. Parce que on te reconnaît, je pense que tout le monde t'a reconnu dans le film. Ouais. Et tu regardes évidemment d'une drôle... vous ne l'avez pas reconnu comment on appelle ça? Ils arrêtent le bus là, dans le rond-point. Ils font sortir les voyageurs. Et il y en a un avec les lunettes, enfin tu avais une barbe, parce qu'avec une barbe, etc. Et là, quand on te voit regarder, enfin, alors c'est peut-être une illusion de ma part, hein, parce que je vois le réalisateur aussi. Et je te vois regarder, mais c'est comme si tu regardais l'équipe aussi. C'est comme si tu leur disais, attention, en même temps tu jouais, et on voit bien qu'il y avait... Je regardais ce qu'ils faisaient. Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est terrible quand on joue dans ces films. Dans Bidon 2, c'était terrible. C'est d'oublier que je suis le réalisateur, c'est très compliqué. C'est très étonnant ce regard. Oui, il est là. Tu disais que tu as tourné pendant le Covid, et donc quand la ville était vide. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Et tu as tourné avec autorisation du coup pour ce film-là? On est sorti des bidounes et de tournage sans autorisation. Et enfin, c'est assez étonnant aussi de savoir que c'était pendant les confinements et qu'on autorise un tournage et tout ça. Enfin, si tu peux juste nous parler un peu de ça. Au fait, c'est comme la Tunisie, comme les autres pays. Enfin, ils font comme fait la France. Donc, ils suivent. Donc, à ce moment-là, il y avait confinement total. Donc, on a fait confinement total. Et comme en France, on avait des autorisations pour les gens qui travaillaient de nuit, de pouvoir continuer à travailler, quoi. Et donc, les films, même en France, ont pu se tourner sous certaines conditions. Donc, et donc, la Tunisie a fait pareil. Et moi, j'ai profité
de cette situation-là pour avoir cette possibilité. S'il n'y avait pas le Covid, je pense que je n'aurais pas pu tourner en 3 semaines. Parce que être sur l'autoroute ou être sur des grandes routes à Tunis, c'est pas possible, quoi. Et moi, je voulais que la ville soit vide et complètement déserte et presque inhabitée, qui fait peur, quoi, avec ces personnages qui, comme s'ils sont dans un décor. Et donc, vider Tunis, c'est très compliqué. Et donc, le seul moyen, c'était ça. Et j'avais pas d'autorisation de tournage. J'avais une autorisation de tournage pour le film, parce que j'ai un financement, donc c'est obligatoire, sinon je ne touche pas le financement. Mais je n'avais pas d'autorisation de tournage pour le drone. Le drone n'a pas le droit d'exister en Tunisie, on n'a pas le droit de le posséder, on n'a pas le droit de l'importer, on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais par contre, si on voit un film tunisien avec le drone, c'est pas grave. C'est aberrant, mais c'est comme ça, je veux dire. Et donc, ça ne les gênait pas de voir des images de drone dans un film. Pourtant, ils interdisent l'utilisation. Et j'avais des flics, parce que la nuit, Tunis était vide, et les flics, ils s'ennuyaient. Donc, nous, on était l'objet du désir et de curiosité. En même temps, on avait des sandwichs. Donc, ça fait beaucoup de choses pour eux. Et donc, on était pourchassés par les flics. Et à chaque fois, on trichait, on leur disait qu'on va tourner là et on va tourner ailleurs pour qu'ils ne viennent pas nous piquer notre bouffe. Tout ça. Donc, et en plus, quand on tourne, les flics ont refusé de me donner l'autorisation de tourner avec un fourgon de police. Donc j'ai fait un fourgon bizarre. Les tenues aussi, on n'avait pas le droit. Ils n'ont pas voulu, jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas répondu à mon courrier de demander une autorisation. Et donc ils étaient à côté, et je me dis, chaque fois on avait peur, parce qu'on mettait police sur le truc, on n'a pas le droit. Et donc on le faisait, on tournait, et puis il y avait le drone, et donc dès qu'il s'approche, on ne voulait pas qu'il soit là pour qu'il ne voit pas le drone aussi. Donc on faisait tout des tas de stratégies pour pouvoir échapper aux flics et pour pouvoir tourner. Et comme Tunis, c'était génial, parce que Tunis était vide. Et on n'avait pas besoin de dire on va à cet endroit, mais il faut préparer. Tout de suite, on se dit, tiens, ici c'est pas bien, on va aller ailleurs, on va trouver. Et voilà. Donc c'était très amusant de tourner de nuit, à part quelques moments où il y avait des habitants qui sont venus nous embêter parce que on disait des gros mots, des choses comme ça, donc hurlait, et quand ils se battaient entre eux, quand ils se cognaient la tête, tout ça, on a eu des histoires compliquées avec les habitants autour. Donc, c'était quel quartier? C'était vraiment en pleine campagne, hein, mais il y avait quelqu'un qui a décidé qu'on disait trop de gros mots et que c'était pas normal et que c'est pas ça la culture. Je sais pas quoi. Et quand on appelait les flics, ils sont pas venus. Il y avait on avait un problème. Pas de casse-croûte. Non, on avait un problème, mais ils sont pas là pour régler le problème. Ouais. Et alors, parlons un peu justement de la... Non, mais là, en parlant de Covid, etc., moi j'ai aussi été un peu amusé quand j'ai vu quand il cambriolait, enfin quand il voulait faire le cambriolage. Du coup, elle a mis un masque. Oui. Donc on se dit, elle a mis un masque pour cacher son visage. Oui, pour les caméras. Mais on ne peut pas, évidemment, quand on pense que c'était pendant le Covid, on ne peut pas ne pas penser au masque. Est-ce que tu peux parler de la réception du film? Comment ça a été? La réception, parce que la première projection s'est passée au JCC, c'était assez positif. C'était c'est le seul prix que j'ai eu, 2 prix j'ai eu sur ce film en Tunisie. Donc, c'était lesquels, tu peux rappeler? À Gabès et au JCC, c'est quoi le l'île de bronze. Oui. Et donc, non, la réception était bonne, mais par contre, c'était très compliqué pour amener le public dans les salles à cette période-là. Il y avait tous les films qui étaient en retard après le Covid. C'est ça. Et donc, on sortait toutes les 2 semaines un nouveau film, et le public tunisien n'est pas capable de suivre ce rythme-là, quoi. Ça a été une catastrophe pour tout le monde.
Mais la réception, en général, le seul problème, moi, qui me gênait, c'est que je ne sais pas pourquoi, ils pensent que je suis un intellectuel du cinéma ou un truc, et donc ils commencent à vouloir interpréter tous mes images comme des discours politiques ou idéologiques ou des trucs comme ça. Et ils me racontent des choses qui me surprennent des fois. Et je suis très gêné que des fois les publics... Tu parles du public là? Oui, du public, oui. Ne se laissent pas aller, enfin ceux qui se laissent aller comme ça spontanément sans vouloir décortiquer ou dire que je... On dirait que pour certains publics que je suis... Comme le film n'est pas construit de manière classique, on dirait que c'est des jeux de pistes ou de trucs ou de devinettes. Ouais. Est-ce qu'ils vont deviner ce que je veux dire ou pas, quoi. Ouais. Et Parce ça, qu'il y a toujours une vérité au bout. En ouais, fait. voilà. Ouais. Et c'est ça, ça m'a beaucoup déçu. Je croyais, enfin, avant, j'avais des discussions plus intéressantes en Tunisie sur les autres films avec le public que sur celui-là, quoi. Et en dehors de la Tunisie? Bah, j'ai pas beaucoup parce que j'ai des difficultés avec mon coproducteur français et donc le film est presque né mort, quoi. Il n'a pas eu du tout il n'a pas été envoyé au festival. Moi, j'étais déprimé, donc j'ai pas voulu le faire. Et puis aussi, j'ai du mal à aller dans des endroits que je connais pas, qui sont pas importants économiquement. Et donc d'aller dans des endroits où je connais personne, quand je viens ici, je suis content, je suis avec mes copains, mais je vais dans des endroits où tu vois, j'ai fait ça au début avec mes premiers films, j'ai beaucoup tourné le monde. Maintenant, ça me fatigue. Parce que quand je ne sens pas l'utilité. Non, je me demandais, pour revenir sur ce que vous demandez, Tahar, concernant la réception en Tunisie, j'ai vu que c'était Haka Productions qui avait accompagné le film. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Mohamed Frini de cette maison de production qui expliquait à quel point ils avaient développé aussi, ils avaient fait un effort pour que les films puissent circuler dans le pays, dans pas mal d'endroits, d'organiser hors de Tunis des projections. Est-ce que c'est envisageable, est-ce que c'est déjà arrivé avec vos films de bénéficier de ce réseau de diffusion? Et est-ce que vous l'envisageriez pour Insurrection ou maintenant le temps de la diffusion est déjà passé ou comment? Oui, le temps de la diffusion s'est déjà passé et ils sont très sympas à Haka Distribution, à Mohamed Frini aussi que je connais depuis le début. Sauf qu'il y a beaucoup de discours. Dans la réalité, c'est pas la même chose. Et on était dans une période très complexe après le Covid. Et il avait un autre film avant sur lequel il a mis beaucoup d'argent et où il fallait qu'il rentabilise absolument ce film. Et donc, pour moi, il a très mal traité mon film, quoi. Il est arrivé vraiment trop tard dans le moment de distribution. Une fois que tout... Parce qu'au fait, c'est ça, le système en Tunisie, c'est qu'on a le ministère de la Culture et on a des agences culturelles dans chaque ville. Et ils ont un tout petit peu d'argent chacun. Et ils louent les films pour les diffuser, quoi. C'est ça, ce circuit-là qui se fait. Mais ils ne peuvent pas louer 5-6 films dans l'année. Donc tout l'argent est parti sur les 2-3 premiers films sur lesquels ils étaient investis. Et moi, quand je suis arrivé, c'était le vide. Donc, je n'ai pas pu vraiment tourner, ou le film n'a pas été beaucoup montré. C'était assez catastrophique. Ouais. Mais c'est très facile de faire des discours. Enfin, c'est vrai que la réalité est difficile. Mais ils font beaucoup de discours à Haka Distribution. Et ils connaissent bien le discours français, ce qu'on attend d'eux. Ils savent bien manier le langage. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser à Gilani. Oui, voilà. Puisque là, on a parlé donc d'insurrection, où il y a quelque chose qui est de l'ordre d'avoir mis tous ces personnages de ces films précédents. Qu'est-ce qui nous attend là en tant que spectateur de Gilani Saadi dans les prochains temps? Je suis très curieuse. Ça sera, si tout va bien, ça sera très très différent. Ce sera avec avec Mohamed Graya. Mais
je sais pas si ouais, j'ai du mal à en parler parce que j'ai pas encore trouvé je suis encore vraiment au début de l'écriture, je suis désolé. Je suis vraiment au début de la gestation et tout ça, mais ça sera un truc très encore plus fou, avec beaucoup de pipi et caca aussi. Ben, sur cette... J'allais dire sur cette note, je souhaite bon appétit. Non, c'est pas encore le... En tout cas, je vous rappelle que, bon, là, il y a une projection, là, la rediffusion, elle commence à 11h, donc si vous voulez continuer à écouter Gilani discutant avec le public, c'est intéressant aussi. Donc, ce sera là, après la fin de la projection, c'est à 12h45. Sinon, pour vous, pour vos amis, sachez que le film repasse samedi à Cucuron à 20h. Voilà. Merci Gilles. Merci à toi. De ta disponibilité. Merci à vous. Et puis, à la prochaine. Quoi. Voilà. Merci.